Salut à tous les quiches, est-ce que ça va? Yeah, est-ce que ça frétille du lardon dans le chat? Voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bien faire une bonne grosse semaine. Salut Pwix CVPM, j'ai réussi à le dire d'un coup. Est-ce que ça va? Moi ça va bien, ça va super. Bon, je suis tout seul ce soir, mais ça va quand même bien. Ça va très bien. Petite semaine tranquille la semaine dernière, j'ai fait plein de choses, dont ceci, je vais vous le montrer parce que je trouve ça trop beau. Tac! Yeah! Encore un nouveau Lego. C'est la poursuite sur Endor entre Leia, qui est ici, et un Stormtrooper devant. C'est trop chouette. Voilà, il me manque plus que le duel entre, je crois que c'est Vador et Luke, en diorama Lego. Et j'aurai ma collection complète. C'est chouette. Voilà. Bon, sinon j'ai quand même fait aussi de la figurine. Je sais pas si vous en avez fait. J'ai fait déjà ma troisième partie de Shatterpoint. Tu collectionnes les Lego, c'est cool. Ouais, bah ouais, j'essaie de me limiter parce que ça coûte un bras, hein, c'est plus ce que ça coûtait quand j'étais tout petit. Mais là, ouais, j'étais parti sur la collection des dioramas Lego. J'ai le gros Faucon Millenium. La maison de maman, j'ai raté l'avion. Et ça a été trop cool. Et puis dans mes listes de comment de veille, le jour où c'est pas cher, il y a le set de Rivendell du Seigneur des Anneaux, le château Harry Potter, la Batcave qui est sortie il y a pas longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai le fameux duel qui me manque pour mes dioramas. Et je crois qu'on est pas mal, mais ça coûte un bras. Ouais, ça coûte trop cher, c'est clair. Le petit fan de Jurassic Park, je pleure à Noël. Ouais, bah oui. Puis alors, Jurassic Park, ils ont sorti un taquet de choses. Mais c'est vrai qu'ils sont chouettes leurs sets. J'essaie de me faire un peu tous les trucs, tous les films, de la partie iconographique. J'aimerais bien, il y a un set justement Lego Jurassic Park, j'aimerais bien aussi me le faire un jour. Mais celui-là, ça va, il est pas trop cher comparé au reste. Et j'aurais bien aimé aussi avoir comment ça s'appelle, la maison de enfin pas la maison, la voiture de Ghostbuster, mais c'est celle de la version féminine, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle est moins jolie. L'ectoplasme, un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Le gant de l'infini Marvel. Non, ouais, je suis pas team Marvel, moi. Moi, je suis team DC Comics. C'est dommage parce qu'il y a la maison avec Doctor Strange, elle est vachement chouette cette pièce Lego. Mais du coup, je l'ai pas. Voilà. Mon Dieu. Ouais, désolé. Ne quitte pas le live. Ne quitte pas le live, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Ouais, un DC Boy. DC Boy parce qu'il y a Batman. Et puis Batman, voilà, si on veut parler de super-héros, c'est le seul vrai super-héros. Il s'est pas levé avec des super-pouvoirs et un slip sur un pantalon, tu vois. Bref, je suis en train de m'égarer déjà. Alors, comme je disais un peu en aparté, euh, pas trop deck de jouer des cinématographiques que les réalisateurs pondent. Ouais. Alors, j'essaie de reprendre le fil du truc. Comme je disais au début, mes deux compatriotes m'ont lâché les uns après les autres. S'ils sont là, merci à vous les gars. Du coup, à la base, on était parti que sur une seule analyse de liste, Edge of Sigmar, d'un tournoi, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas beaucoup de tournois hyper intéressants cette semaine, ou alors c'était soit très peu de joueurs, soit très peu de rondes. Il y avait pas mal de tournois à 3 rondes. Donc au final, j'en avais sélectionné qu'un seul et je m'étais dit on allait étudier le top 5. Et le top 5 qui n'était pas hyper innovant par rapport à ce qu'on voit les semaines d'avant, mais je m'étais dit au moins ça nous fait une passe dessus. Et il y avait une liste que j'aimais bien, qu'on verra un peu plus tard. Donc du coup, on s'était dit, on va faire le top 5 plutôt que le top 3 qu'on fait d'habitude. Comme ça nous permet d'avancer un peu plus en profondeur sur une analyse de tournoi. Sauf que les deux pépères m'ont lâché. Donc je pense que je vais me contenter du top 3 et on va survoler le 4 et 5. De toute façon, ça reste globalement ce qu'on a l'habitude de voir toutes les semaines. Donc sans plus tarder, tu avais le comité à Lyon. Ah ouais, c'est ouais, je l'ai vu, mais alors en toute fin de journée. Et je t'avoue qu'en toute fin de journée, le temps de regarder les listes et d'analyser ce qui avait été fait, c'était un peu compliqué. Avec Gultar, ouais, bah oui, je crois que je l'ai vu. C'est un Nogor qui finit deuxième, je crois. C'est Kamel qui finit deuxième, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Alors, je vais tout de suite vous switcher. Tac. Bon, du coup, ça fait vide à gauche. Désolé, normalement, il y a les mecs empilés là, mais bon. Comme c'est tous des lâcheurs. Donc, ce fameux tournoi. Ah non, ça c'était à Rennes au Lion d'Or. Ouais, c'est ça, le Lion d'Or. Et le comité, je l'ai pas vu. Alors, je sais pas sur quoi ont été publiés les résultats.
Parce que j'ai fait un peu le tour en fin d'après-midi pour voir si je conservais ce qu'on avait décidé au départ ou si je trouvais autre chose. Et bon, le Lion d'Or, c'était pas beaucoup plus novateur par rapport à ce qu'on voit actuellement dans la méta. Donc je m'étais dit, bon, on va rester sur ce qu'on s'était dit. Donc je ne sais pas où était publié le comité, mais je serais curieux de voir ce qu'il y avait. Alors, si je reprends le fil de mon analyse. Donc, c'est le ACO pour Age of Sigmar Championship 2023, qui est un tournoi donc, qui s'est déroulé ce week-end, le 17 et 18 mai. C'est pas du tout mai, je me suis planté. 17 et 18 juin, je suis désolé, 2023. C'est un tournoi aux États-Unis. De toute façon, vous allez voir, il y a quelques noms qu'on connaît bien sur la scène internationale, pour ceux qui suivent un peu. Un tournoi en 5 rondes et avec 87 joueurs. C'est ça qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je t'enverrai les listes et scénarios sur Messenger, je te trouve dans mes suggestions. Bah ouais, n'hésite pas. Bah de toute façon, il y a une page, j'ai pas encore mis à jour l'habillage de la chaîne, mais il y a une page Facebook maintenant, donc n'hésite pas à aller voir dessus, tu pourras me contacter directement. Ou de toute façon, je bombarde un peu en ce moment les différents groupes, donc il y a peut-être un moment ou un autre, tu vas finir par me trouver avec les publications. Donc, ce tournoi, 87 joueurs. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai sélectionné le top 5, mais je pense qu'on va surtout s'attarder sur le top 3. Top 3 qui est 100% Death, sans grande surprise. La Death qui était longtemps milieu, voire fond du trou. Maintenant, il n'y a plus que les Nighttones qui ont un peu de peine à s'en sortir. Alors, le premier s'appelle Monsieur Alex Cosgrove, qui finit donc à 5 wins. Alors, je ne sais pas trop comment était le système de scoring, il me paraît un poil haut. Alors, je ne sais pas trop comment il a fonctionné. C'est ce qui manque encore dans ces analyses, c'est de pouvoir comprendre comment fonctionnait le role pack de ce type de tournoi. Donc, Allégeance Ossiarch Bone Reaper. Alors, j'ai essayé de me rappeler, mais j'arrive pas à me rappeler si on a déjà analysé ou pas les Ossiarch sur nos formats vidéo d'analyse. Grosso modo, les Ossiarch, un BT récent, hein, donc ils ont eu une refonte sur la génération notamment de leur CP. Enfin, c'est leur Relentless Point qui ont été refaits un peu. Donc vous en gagnez au tout début en fonction du nombre de personnages que vous avez sur le terrain. Il y a des paliers qui vous permettent d'en gagner plus ou moins. Voilà, je ne vais pas partir dans une analyse trop poussée non plus, hein. N'hésitez pas à aller regarder les analyses de BT, mais voilà grosso modo comment ça fonctionne. Il score les victoires et cumule tous les points marqués aux yeux. Ça. Ok. Là, je me demandais comment ça fonctionnait parce que je trouvais que c'était un peu plus haut que les fois d'avant sur les scorings habituels. Alors, la Légion qui joue en Ossiarch. En Ossiarch, il joue donc les Mortis Praetorians, qui est donc la faction mère, entre guillemets, de Catacross. C'est sa faction à lui. Et vous verrez un peu plus loin, spoil, que Catacross est donc dans cette liste. Ça vous permet de pouvoir faire une charge, de tenter une charge durant la phase de charge ennemie. C'est donc une fois par round. Vous pouvez avoir une unité qui va tenter une charge, un peu à la manière des Fire Slayer avec les Flame Keepers. Vous pouvez déclencher pop, surprise, tu ne me charges pas, c'est moi qui te charge. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Grande stratégie, c'est une grande strat qu'on voit assez régulièrement, qui m'interroge un peu, mais parce que bon, je la vois de plus en plus. C'est la grande strat qui impose d'avoir plus d'unités amies que d'unités ennemies dans le territoire ennemi. Et je trouve ça assez couillu, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'il faut que les listes, à mon avis, misent beaucoup sur la létalité, et donc sur une pseudo-table rase de l'adverse. Salut à toi, Onera. Bienvenue sur la vidéo. Coucou, j'arrive d'un groupe Facebook Ossiarch. Eh ben bienvenue, tu tombes bien, en plus je commence. Et on a Rambuteau, qui devait faire l'analyse de cette liste, qui débarque sur le chat. Bah voilà, bah, tu me diras dans le chat si je me suis planté sur l'analyse que je dois faire en 2-2 parce que monsieur a son bébé à coucher. Voilà. Donc, j'étais sur la grande stat, ouais, qui impose d'avoir quand même plus d'unités amies que d'unités ennemies dans le territoire ennemi. Et donc, je trouve ça assez cool, comme je dis. Voilà, grosso modo. Alors, en leader, ça va être simple, il n'y en a que 3. Nous avons donc Monsieur Arcane, qui est donc un des 3 mortarches bien connus de l'Hadès, qui est donc lui un sorcier de niveau 3. Et il a la capacité de connaître tous les sorts du domaine de magie. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner, parce que le domaine de magie au Cierge est quand même plutôt pas mal. Alors, Onera qui nous dit oui, parce que de ce que je vois, c'est très ballsy. Ouais, ça a l'air ballsy. Mais je me dis que ça doit fonctionner parce que plusieurs grandes listes utilisent cette grande strat, donc à mon avis, ça doit fonctionner.
Donc le petit pépère qui connaît donc tout le domaine de magie, hein, en plus il bouge bien, il a un mouvement de 16 et il a quand même 14 points de vie avec une save à 3, donc c'est quand même une pièce relativement solide et relativement flexible, même si son mouvement je crois est dégressif, je ne dis pas de bêtises. En plus il a une capacité de se soigner en infligeant des dégâts au corps à corps avec un cap à 6 PV, un peu à la manière de la fin en Soul Blight. Il a aussi de base, donc c'est un sorcier niveau 3, il a un +2 à son lancement de sort, c'est pareil, c'est dégressif. Et ce qui est surtout très très fort avec notre ami Arcane, c'est qu'il augmente la portée des sorts de tous les sorciers amis qui sont entièrement à 18 de lui, de 6 pas. Donc ça donne des sorts qui tout de suite vont beaucoup plus loin et se projettent beaucoup plus loin. Vous allez voir que alors les 3 héros, ils ont la même capacité de ripop ou de soins de points de vie avec des bulles plus ou moins grandes. Lui, en l'occurrence, il peut soigner 3 points de vie. Si c'est pas un Immortis Guard ou des Stalkers. Si c'est des Stalkers, il peut ramener soit 3 points de vie, soit sur un 3+, ramener un modèle entièrement à 24 pouces. Lui, c'est entièrement à 24 pouces. Vous verrez, le Bone Shaper, c'est un peu plus court, c'est même beaucoup plus court. Mais c'est pas une bulle. Donc ça, c'est très très fort, hein, parce que vous allez voir que la liste, elle tourne autour des Immortis. On a 2 gros packs d'Immortis, on le verra un peu plus loin. Donc quand on verra les Immortis, repensez à ces différents sorts. Je vous ai pas fait la liste aussi de tous les bonus au Cierge, hein. Il y a plein de command ability qui vont vous permettre de gagner plein de choses, soit de la retreat et charge, soit du +3 move, soit de l'arène supplémentaire, des damages, etc. etc. C'est pareil, hein, c'est comme le domaine de sort, je vous invite à aller le regarder en détail, c'est vraiment une palette qui est vraiment beaucoup plus large que dans l'ancien Battle Tom et qui donne beaucoup plus de flexibilité à l'armée. Donc on le verra quand on regardera les Immortistes, on repensera à tous ces boosts possibles et inimaginables. Alors, on a un nouveau dans le chat qui s'appelle Jerem HGS. Pas facile, hein, vous me facilitez pas la tâche avec vos pseudos. Mais bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Je suis tout seul ce soir, je suis désolé, j'ai pas mes beaux gosses avec moi. Alors, pour finir sur le petit père Arcane, il a quand même son sort qui fait des BM. C'est le classique, je lance 10 dés, je fais des 6, c'est une BM, je relance les dés qui ont fait des 6, je fais des 5, c'est des BM, etc., etc., jusqu'à ce que je ne fasse plus de BM. Voilà grosso modo le châssis du pépère Arcane. On va se dire que de toute façon tout le monde va être relativement paqué, hein, ces 3 héros vont être paqués derrière, devant les Immortis. Ensuite, nous avons Monsieur Catacross. Monsieur Catacross qui est quand même un peu EP par rapport à la V2, avec ses 20 points de vie. Bon, alors lui, c'est un Fire Slayer sur son rocher, hein, il avance de 4 pouces, avec une save à 3 aussi. Et alors lui, il a plein de petites choses sympas. Euh, le Curse of the Year qui peut blaguer en effet. Ouais, c'est ça. Avec les BM, là, c'est assez rigolo. Alors lui, il était quand même simplifié, Catacross, par rapport à ce qu'on avait en V2, hein, parce qu'en V2, avant, il avait des petits persos qui donnaient des bonus, mais en fonction du point de vie qu'on avait perdu, on perdait le héros et donc le bonus derrière, donc c'était assez compliqué. C'était rigolo parce que si vous vous amusiez à aimanter le petit personnage, vous pouvez l'enlever au fur et à mesure des points de vie perdus. C'est ce que j'avais fait, c'était rigolo. Alors, lui, il peut lancer une command ability une fois par tour et gratuitement sur tout le champ de bataille. Donc ça, c'est très très fort. Il a aussi, au début de sa phase de héros, il peut choisir une unité qui aura -1 pour être, qui aura -1 pour toucher. Donc ça, c'est relativement costaud aussi. Il le fait n'importe où sur le champ de bataille. Il va cibler une unité, il va dire toi, tu auras -1 pour toucher jusqu'à la prochaine phase d'héros. Enfin, ma prochaine phase d'héros. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, il a aussi la capacité de récupérer des CP, hein, sur un 5+, dès que l'adversaire utilise son premier CP, il peut sur un 5+, en récupérer un, ce qui est plutôt sympa, sachant que ça génère déjà quand même pas mal de CP. Voilà, regardez comment ça fonctionne, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, il a la même capacité que Arcane sur les soins et les ripop de Immortis et Stalkers. Pareil, sur la même aura entièrement à 24 pouces. Il a aussi une capacité de donner plus une attaque à une unité. À la phase de héros, il peut aussi donner ce que je trouvais vraiment très très fort et qu'ils ont conservé. C'est toute une bulle autour de lui de 24 pouces qui donne +1 pour toucher, +1 pour la sauvegarde sur toutes les unités au cierge qui sont entièrement à 24 pouces de lui. Donc vous déclenchez ça à la phase de héros et hop, c'est cadeau, c'est offert. Il suffit de rester dans sa bulle. Donc je pense que c'est vraiment ce gros bloc qui va avancer avec les battle lines qui sont juste après devant lui.
Ensuite, nous avons le petit Bone Shaper. Alors, le petit Bone Shaper, lui, c'est le petit héros avec le truc magique qui vole. Enfin, il est vraiment joli cette pièce. Lui, il a la même capacité que les autres comment, à soigner des unités ou à faire rip-hop des Immortis, mais lui, c'est pas Wally Woozy 24, c'est à 6 pouces. Donc c'est beaucoup plus court, donc ça va nécessiter de rester tout proche des unités. Mais bon, quand vous commencez à cumuler tout ce rip-hop et tous ces soins potentiels sur les Immortis, ça devient vraiment des bêtes difficiles à tuer. Ensuite, donc lui, il a un petit sort que j'ai presque envie de dire un peu anecdotique, mais qui malgré tout peut fonctionner, qui est un sort un peu anti-masse, qui fait sur du 5+, on fait des BM. Bon voilà, c'est anecdotique je pense, on ne le prend pas vraiment pour ça. Même si, au final, on lui a mis le command trait d'Arc Acolyte, donc des Mortis Praetorian, qui permet, si jamais le premier spell qui est réussi, de ne pas pouvoir être dissipé par l'adversaire. Donc vous décidez ce sort, il passe, il va passer, forcément. Donc ensuite, on lui a mis la clé des artisans, Artisan Keys en anglais, qui permet de faire son ability qu'on a vu un peu avant sur 2 unités ou 2 fois sur une seule unité. Donc ça va vous permettre de rip-hop attaquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui a mis d'autre? On lui a mis un sort du domaine Ossiarch, pardon, qui est un sort où on sélectionne un ennemi et il aura -1 à la touche et -1 à la sauvegarde. C'est vraiment très très fort, c'est à 18 pouces si je dis pas de bêtises. Ça c'est vraiment vraiment costaud. Donc si typiquement c'est le sort que vous voulez lancer et qui passe, bah, grâce à son trait de commandement, vous êtes sûr qu'une unité aura ce -1 touche, -1 à la sauvegarde. C'est vraiment costaud. Il est vraiment bien Catacross. Ouais, il était déjà très bien en V2. Il y a eu un petit moment où il a un petit creux parce qu'ils ont décidé de le monter en point. Il est redescendu en fin de. Enfin, quand je dis V2, en fin de BT V2. Je l'aimais vraiment bien. C'est une pièce. Après, le problème, c'est que c'est lent, donc ça oblige à jouer une armée relativement lente. Même si on n'oublie pas qu'on peut avoir +3 de move. C'est vraiment une belle pièce en plus. Et enfin, bon, on lui a mis l'aspect de champion Stewborn qui permet donc de compter pour 10 sur un objectif. Voilà, grosso modo, pour le package des héros. 3 héros qui combattent très bien ensemble. On a de la magie, on a de la tankiness, du debuff en face. C'est vraiment très très chouette. Et on arrive, je pense, à ce qui est le cœur de la liste. On a 2 fois 6 Immortis Guard en ligne. Donc là, c'est 400 points chacun. Donc là, on est déjà à 800 points pour le package de 12 figurines. Ce qui sont des monstres hein, quand on va repenser à tous les buffs qu'on a cités un peu avant. Bon, alors pour rappel, c'est 5 points de vie chacun. Ça bouge pas très très vite, ça bouge que de 5. Alors je me demande si les stalkers bougent pas un poil plus vite. Ils ont une sauvegarde donc à 3 et bah, ça meule quand même plutôt pas mal parce que par tête, c'est 3 attaques du 3+, -2, dégâts 2. Donc sachant que vous pouvez éventuellement soit booster les dégâts, soit booster la rend. Alors parce qu'on n'oublie pas qu'en Ossiarch, on peut balancer plusieurs fois la même command ability, mais on peut pas la recevoir plusieurs fois. Donc on va pas pouvoir cumuler tant de bonus que ça, mais en fonction de la situation, on va pouvoir s'adapter. Sans oublier bah, qu'on va avoir potentiellement du -1 save du Bone Shaper. Enfin, il y a plein de moyens de booster des choses et de pas trop subir en retour hein, avec le -1 hit de Catacross, le -1 save du Bone Shaper. Enfin, je vous laisse imaginer les combos. Enfin, honnêtement, je jouais aussi Arch à une époque. C'était pas aussi tricky, on n'avait pas autant d'éventail de possibilités. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, bref, je m'égare. On n'oublie pas non plus que les Immortis Guard, si on a quand même une armée relativement agressive en face, ils font office de garde du corps. Sur un 2+, je crois, ils reprennent les dégâts qui sont subis s'ils sont à 3 pouces d'un héros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une fois par partie, ils ont la possibilité de taper 2 fois ces messieurs. Sachant que la deuxième fois, ce sera un strike last. Mais ils ont quand même la possibilité, s'ils survivent bien, de taper 2 fois là où ils veulent. C'est justement le meilleur moyen de les tuer. Ouais, c'est ça. Et enfin, donc j'ai dit on a ces 2 fois 6 Immortis Guard et on finit par 5 Cavalos Death Rider. Donc là, je pense qu'eux, ils sont vraiment plus là pour prendre un objectif, pour faire un écran. Ils sont pas là pour faire du dégât. Hein. Ça bouge très très vite. Enfin, très très vite. Pour une armée Ossiarch, hein, ça bouge à 10, c'est 3 points de vie par tête. Donc là, on a un petit pack de 15 points de vie en sauvegarde à 4 qui peut relativement rapidement prendre un objectif, aller se mettre en opposition à une grosse menace adverse. Voilà, ça permet de temporiser des choses. Après, on n'oublie pas que sur la charge, ils peuvent faire quelques BM, ils ont un peel supplémentaire de 3 pouces. Voilà, ça
ça permet de faire quelques petites choses. Je suis pas sûr que ce soit le cœur de la liste. Je pense que c'est vraiment l'écran cheap qui peut pallier à plusieurs solutions. Et la dernière chose que l'on a donc, c'est le fameux Bounty Shrieker qui fait quand même pas mal parler de lui. Parce que pour 50 points, moi je trouve ça dégueulasse. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc c'est un endless spell qui passe sur du 5. On n'oublie pas qu'on peut passer notre premier sort automatiquement, entre guillemets, qui se place à 12 et qui bouge de 8. Et donc ce cher endless spell, sur une aura de 12 pouces autour de lui, empêche les rallyes et les inspiring presences, ce qui est monstrueux. Et comme ça suffit pas, il dégrade de 1 la ward à 12 pouces également. Et comme ça ne suffit toujours pas, ça n'a aucun effet sur les Ossiarches. Sachant que je ne l'avais pas dit au départ, mais les Ossiarches sont tous de base une ward à 6. Voilà. Donc ce truc pour 50 points vous bloque l'Inspiring Presence, le rallye et vous dégrade votre ward éventuel de 1. C'est énorme pour 50 points. Ça bouge de 8, donc ça peut aller relativement loin et rapidement. Bref, donc ça nous donne un petit paquet qui est quand même plutôt pas mal en deux pauses. On a juste Arcane qui n'est pas compris dans le Battle Regiment. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'ils sont allés chercher le triomphe. Le triomphe avait l'air important parce qu'on a quand même un bid à 1950. Ce qui est vraiment enfin, c'est étonnant. Je suis assez étonné. Je pense qu'ils auraient pu recaler un ou deux trucs dedans, mais visiblement, le triomphe était le plus important. Dans ce qu'a affronté notre cher Alex Cosgrove, nous avons donc... alors j'ai le détail cette fois-ci, je me suis pris le détail, je ne vais pas le rentrer dedans, mais ça donne une idée. Nous avons donc en première ronde un Gloomspite Gitz. Alors là, c'est du Gloomspite full troll. Full troll. Donc on a 2 Trog Boss, un Madcap Shaman et Scragot. Ça, c'est le package de leader. Et derrière, on a du Trogot Fellwater, du Rockut, du Fellwater encore, du Squigopper, du Rockut à nouveau et un Dunkle Trogot. Et pour dire qu'on a mis un petit paquet de Squigord. Voilà, ça c'était la première personne que Alex a affronté, donc qui finit 58e. Bon, je suis assez étonné de ce résultat. Je pense que c'est peut-être un joueur novice en Gloom pour finir à cette position-là avec la liste qu'il avait. Ensuite, on a en deuxième ronde, on a affronté du Stormcast. Stormcast full Vindictor et Annihilator avec un Célestin Prime. Voilà, c'était relativement mix parce qu'on a aussi un peu de chariot, on a différentes choses. On sent que c'est la liste coup de cœur plus que la liste perf. Et la preuve, la personne finit 55e. Je trouve que, enfin, on va le voir là, mais sur l'appareillement qui a été fait sur ce tournoi-là, il s'en sort très très bien parce qu'il joue que du milieu plus de tableau. Et il n'y a qu'à la dernière ronde où il va affronter du top 10, quoi. Ensuite, la preuve, hein, en troisième ronde, il affronte un Soul Blight en Légion du Sang. Puis alors là, du Légion du Sang très très classique, hein, avec Neferata, Vampire Lord et un Vampire Lord sur Dragon Zombie. Un White King, un gros pack de 30 squelettes, ce qui est relativement rare, 2 packs de 20 zombies et un pack de 20 Graveguard, le tout accompagné d'une corpse carte. Relativement classique, mais c'est une personne qui finit en 48e position. Enfin, nous avons notre premier Séraphon en ronde 4 en Starborn. Alors, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est la nouvelle version des Starborn, enfin des Séraphons, au vu du coup en points des différentes unités. Donc il a affronté un package alors, qui ressemble à très très fortement une Croak Bomb, avec un Croak justement, un Slan, un Starseer et un Oracle sur Troglodyon, bon, le tout accompagné du SAB, hein, on n'enlève pas cette figurine du package. Et donc on a 5 Saurus Guard, 3 fois 10 King, un Bastiladon Arc of the Tech et quelques Endless Spells, hein, du Shakers, des Cogs et des Jaws. Voilà, le grand classique. C'était le grand classique, mais ce monsieur finit quand même malgré tout 37e. Je trouve ça bizarre, mais bon. Et enfin, le dernier, alors si je ne dis pas le dernier de bêtises, le dernier est un joueur connu, Caleb Walter, il me semble qu'il est connu. Et ce joueur-là donc jouait Disciple of Gens, ça finit 6e. Donc là, c'est le premier joueur qui tape vraiment en top 10. Et bon, on joue du Tsench relativement classique, avec du Magister, du Thaumaturge.
pas mal d'acolytes, pas mal de Tsancor et une Crown Spine. Voilà. Ce qui donc finit son round par une dernière victoire qui lui permet de finir en haut du classement. Voilà grosso modo pour cette armée Ossiarch. Je ne sais pas si Vincent, tu as remarqué des erreurs dans mon analyse en 2-2 des Ossiarch, mais voilà, j'ai essayé de reprendre au mieux euh, ton travail. Alors, on peut passer à la deuxième liste, qui elle me plaisait beaucoup. Je suis désolé, c'est du Soul Blight, hein, je vous l'ai dit, top 3 aujourd'hui, c'est full death. Donc, Emma Mengels. Emma Mengels, qui est une joueuse très très connue. Là, vous ne serez pas surpris. Elle est vraiment. C'est un nom qui est connu sur la scène internationale, qui finit également à 5 victoires. Elle fait juste un tout petit peu moins de points si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ça doit se jouer à 3 points si je dis. Ouais, c'est ça. Ça se joue à 3 points la victoire au global. Mais elle finit également à 5 victoires en Soul Blight. Alors, je ne détaille pas le Soul Blight parce qu'on l'a déjà fait sur toutes les reviews d'avant. Mais cette fois-ci, on joue en Virkos. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah, là, il faut qu'on garde ce tournoi parce que pour une fois, on a une liste intéressante autre qu'en Légion du Sang. Donc, Virkos, je ne sais pas si on l'a déjà vu ou pas, Virkos. Euh, Virkos, ça va vous permettre de faire taper en bonus d'allégeance une unité après un héros Virkos. Donc, c'est un peu comme on a actuellement dans la saison actuelle. Bon, c'est pas le truc le plus fou. Les trucs sympas, c'est on a accès à deux actions héroïques en début de phase de héros, qui sont soit faire popper 20, enfin un pack de 10 loups euh, une fois par bataille. Bon, voilà, c'est ce qu'on avait avant sur Raducar, on l'a maintenant en Allégeance Virkos. Et on a la possibilité d'ajouter des 3 figurines à une unité. C'est vraiment ajouter, c'est pas rip-hop ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment un bonus supplémentaire. Donc ça, ce sont les principales bonus octroyés à la faction Virkos. Je trouvais ça un peu meilleur dans la V2, mais bon, si on a envie d'aller jouer tous les héros Virkos, il faut vraiment aller dans cette allégeance-là. En leader, donc en leader, on a les Vampire Lords, on en a deux. On se rappelle, les Vampire Lords, en début de phase de combat, ils peuvent donner plus une attaque à une unité invocable. Donc on en a deux. On en a un qui a un sort sous le pike qui permet de, entre guillemets, faire des BM sur les charges adverses. Donc c'est-à-dire que vous lancez le sort, si la figurine fait une charge adverse, vous allez lui faire un nombre de BM équivalent au nombre de... En termes de dés à la distance parcourue, et sur du 4+, c'est une BM. Si jamais vous faites un 9+, vous allez voir que tous les sorts sous le blight, hein, si vous vous rappelez bien, sur du 9+, on a un bonus agrémenté. Donc là, ça va vous permettre de cibler 2 unités. C'est plutôt sympa. Il a le Tunnel Master pour se popper, aller choper un objectif ou se replacer. Ou... Voilà, le Tunnel Master, on n'en parle pas, c'est vraiment connu. C'est vraiment efficace. Ensuite, on a le Spirit Gale, qui est le sort que de toute façon on voit partout sur un Vampire Lord, hein. Je crois que aucun Vampire Lord n'existe sans ce sort Spirit Gale, qui fait une BM sur tout le terrain, et si vous faites un 9+, vous refaites une BM sur tout le terrain. Ça, c'est vraiment propre et efficace. Ensuite, allez, je la passerai, je la finirai, je la ferai ensuite à la toute fin. On a un Necromancer qui lui est donc le général. Le général qui a la possibilité de faire bouger une unité invocable de 3 pouces grâce à son trait de commandement au début de la phase de combat, début de la phase de héros, pardon. Donc vous pouvez prendre vos zombies et ils bougent de 3 pouces. Donc c'est plutôt pas mal. Il a la possibilité aussi, à chaque fois, grâce à son artefact, que l'adversaire enfin, dépense un CP sur un 4+, lui il en gagne 1. Donc là on a un moteur de génération de CP plutôt intéressant. Et ensuite, on a un sort qui permet de réduire de 1 les attaques d'une unité ennemie. Si jamais on fait un 9+, on réduit de 2 les attaques d'une unité ennemie. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Sachant que le Necromancer, en plus de ça, il permet à la phase de héros de faire taper une unité amie sur une unité ennemie qui est éventuellement engagée. Donc non seulement il va être dur à tomber avec le tir et la saison actuelle, et puis il va être caché derrière plein de zombies, comme on le verra après. En parlant de zombies, on a justement Torgilius, le Chamberlain. Je ne sais pas si c'est traduit comme ça en français, mais
Lui, qu'est-ce qu'il a comme sort? Il a un sort qui, non seulement, ça ne vous suffit pas, les -1 dommages, bah, vous pouvez enlever -1, à la wound et -1, au dommage d'une unité. Donc, vous cumulez le -1 attaque, -1 à la wound, -1, au dommage. Bonjour, venez affronter les zombies. Et donc ce monsieur, en plus de ce sort qui est relativement sympathique, qu'on met généralement sur une Neferata, hein, je crois qu'on l'a sur la liste d'après, c'est le sort qu'on met généralement sur Neferata, permet de donner une bulle, alors je crois que c'est à 9 pouces autour de lui, une bulle de ward à 5, sachant que de base on a une bulle partout sur le terrain de 6. Donc c'est plutôt pas mal. On va pas l'oublier, Madame Belladama. Je vais tout de suite faire un peu son package global. L'artefact permet d'augmenter cette ward que je vous disais à 6 en bulle autour d'elle, ça passe à 5. Ça donne un +1 la ward, c'est plutôt sympa. Et elle a un sort qui permet d'aller faire des BM en fonction voilà, de la caractéristique de blessure d'une unité. Elle va faire des BM, je crois que c'est sur du 5+, et tout ce qu'elle va infliger, elle va se soigner d'autant. Et si c'est sur un 9+, ça passe sur un 4+, les BM, elle se soigne d'autant. Donc ça, c'est relativement costaud. Sachant elle est sorcier de niveau 2. Elle a un +1 pour lancer des sorts. Elle a la faim, donc elle permet de se soigner. Les loups sont gardes du corporel, donc vous verrez qu'il y a un petit pack de loups. Donc dès que vous la tapez, les dégâts vont être transférés. Je crois que c'est sur un 3+, sur le pack de loups. Donc le pack de loups, c'est quand même 20 points de vie. Bon voilà, c'est pas si simple que ça à tomber. Donc ça va encaisser. Elle a un sort iconique qui est la lycanthropie. Lycanthropie qui permet de faire D3 BM à une unité. Si jamais vous tuez une figurine ou plusieurs figurines, vous allez invoquer un pack de loups. Un pack de loups, vous en invoquez autant que le nombre de figurines que vous aurez tuées dans l'unité. Et donc vous allez les mettre à 3 pouces des figurines que vous avez tuées. Donc ça vous permet d'invoquer quelques modèles, donc potentiellement 3 loups, que vous allez placer directement au contact d'une unité. Donc ça va vous permettre, en plus de ce qu'on se rappelle, hein, les invocations, les figurines qui repopent en phase de mouvement, de bloquer encore plus l'ennemi dans son territoire, quoi. Donc ça, c'est vraiment très costaud. Et elle a un autre sort qui est un poil plus anecdotique, quoique sur des zombies, ça peut être intéressant, qui fait proquer une touche supplémentaire sur du 6 en phase de combat. Bon, voilà. Mais c'est Belladama, c'est une figurine magnifique. Donc, jouer en Virkos avec Belladama, c'est vraiment chouette. Torgilius, c'est une très belle figurine aussi. Bref, je m'égare dans mon amour des Soulblight. On arrive au Battle Line, et là, l'amour des Soulblight va tomber raide. Nous avons la modique somme de 140 zombies. Voilà, je vous laisse imaginer la déferlante sur le terrain. Donc on a, ouais, on a 3 packs de 40 zombies et un pack de 20 zombies qui vont faire, à mon avis, office d'énormes écrans qui va avancer tout lentement. Là, il faut vraiment s'imaginer une liste qui avance lentement, entre guillemets, parce qu'on n'oublie pas que le Necromancer a la possibilité de faire bouger de 3 pas une unité en face de héros. Mais vous avez voilà, une marée qui va arriver. Alors, soit ça va envoyer par vague, soit ça va être un gros bloc qui avance de 140 zombies. Donc, on a les loups dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont faire, à mon avis, principalement office de garde du corps à Belladama s'il y a un véritable danger, ou alors, avec leur mouvement, aller choper des objectifs. Ils ont un pilin à 6, donc ils peuvent aller choper des petites unités pour les engluer. Enfin, ils sont relativement polyvalents. Comme les zombies n'étaient pas assez nombreux et létaux, on a rajouté à tout ça 2 corpse cards qui sont équipées de la même façon l'une et l'autre, qui vont donner donc le +1 au cast chacune. Donc on a 2 corpse cards qui donnent le +1 et qui donnent donc les fameuses BM sur les 6 pour blesser au pack de zombies. Donc venez chercher les zombies. Voilà, on va vous mettre tous les malus de la Terre. Et en retour, si vous arrivez à tuer des figurines, vous allez vous prendre des BM et vous serez englué dans des packs qui vont repop dans tous les sens. Comme, comme cette liste était relativement engluante, on va dire, il fallait quelque chose pour compenser un peu. Donc on a mis notre fameux pack de Graveguard, hein. Ça n'existe pas une liste sans Graveguard. Et on a notre classique 20 Graveguard avec les grandes lames pour maximiser les dégâts. Donc ça, c'est vraiment le quasi seul marteau offensif de la liste. Le reste, c'est plus soit du contre-marteau, soit de l'engluage. Voilà. Donc tout ça se joue. Alors, si je ne dis pas de bêtises, j'avais compté, je crois qu'on était en 4 pauses.
Ça doit être peut-être même en 5 pauses. Non, on doit être en 5 pauses. Parce qu'on a 2 Battle Regiment et un commande entourage pour gagner un Magnificent en plus. Moi, j'aime beaucoup cette liste. Même si je suis pas un grand partisan du spam de zombies, ça reste joli sur la table, mais voilà, c'est dégueulasse. C'est irrespectueux pour l'adversaire. Bon, mais je trouve que dans l'approche qui a été faite, j'aime beaucoup cette liste. Et la joueuse est très très connue, hein, donc ça m'étonne pas qu'elle finisse à cette position avec ce type de liste. Elle est à 2000 points. À noter 2000 points pile, tout pile. Voilà grosso modo. On va passer donc à notre troisième lauréat qui est sur le podium et qui finit lui aussi à 5 victoires, mais avec un tout petit peu moins de points. Il s'est écroulé sur la ronde 4. Alors, j'ai pas le détail contre qui il est tombé. Mais sinon, il était en bonne position pour affronter le, le titre de champion. Et on retrouve, oh bah surprise, un Soulblight également. Mais alors cette fois-ci en Légion du Sang. Ah oui, je vous avais pas dit, la grande stratégie en Virkos, c'était de contrôler le plus de Gravesite que l'adversaire à la fin de la partie. Donc le Gravesite, on en met 4 sur le terrain, 2 chez soi, 2 sur le reste du terrain, et ça se contrôle comme des objectifs. Donc l'objectif, c'est vraiment d'en avoir le plus possible à la fin de la partie. Et donc là, on a un Soulblight qui joue en Légion du Sang, mais cette fois-ci avec la fameuse grande strat qu'on a vue sur les Ossiarches, d'avoir le plus d'unités amies qu'ennemies dans le territoire ennemi. Donc bah, Légion du Sang, hein, si vous voulez, on peut refaire la classique analyse des Légions du Sang comme on fait toutes les semaines. Hein. Donc plus un pour les héros en attaque si jamais ils sont au contact de l'ennemi. S'ils ne sont pas au contact de l'ennemi, ils ont plus un pour lancer et dispel les sorts. Ils ont la possibilité sur un héros avec une action héroïque d'annuler les wards qui seront faites contre les attaques. Et ils ont... bah j'ai oublié, c'est tellement connu que j'ai oublié le deuxième. Je vais regarder dans mon bouquin. Ah oui, ça permet aussi de faire, avec une action héroïque, dépenser 2 points de commandement sur un Inspiring Presence ou un Halo de défense quand on a 12 pouces de ce héros qui a fait cette action héroïque. Voilà. C'est pas la chose que j'utiliserai le plus, mais c'est toujours bon de l'avoir dans son package. Et puis bah, le reste, c'est du package classique. Hein. On a notre petit Vampire Lord avec, oh, comme par hasard, le Spirit Gale dessus et le Tunnel Master. Donc les BM sur tout le terrain et le Rip-Hop. Neferata, comme on l'a vu, avec sa bulle de -1 pour toucher, son sort à elle qui permet de faire éthérer, même si maintenant c'est du éthéré positif-négatif. Et le sort Waste Away, hein, donc -1 à la wound, -1 au dommage sur une ou deux unités en fonction du lancement de sort. Et on a un dragon zombie qui est en mode bah, comme d'hab en fait. Possibilité d'avoir des unités qui sont tapées à 2 plus quand il est à côté au corps à corps. Il est équipé avec une lance pour toujours plus de dégâts. Il a son éthéré positif-négatif. Et il a le sort Flaming Weapon pour que la lance soit vraiment le plus efficace possible quand monsieur charge et dégomme une unité. Ensuite, Battle Line, bah, 2 fois 10 squelettes, hein, les squelettes qui repopent sur du 4+ en début de phase de combat. 10 loups, classique, hein, je pense que c'est vraiment très efficace. Et là, cette fois-ci, on a donc 2 marteaux, parce que... Enfin, 2. On va 2 marteaux autres que des leaders, hein, parce qu'on peut compter le Vampire Lord comme un bon gros marteau. Neferata un peu moins, elle est plus dans le contrôle, même si ça fait toujours peur, sa petite attaque où on peut éventuellement slain un héros si on a touché quelque chose avec sa dague, et sur un 5+, on slain le héros. Bon, ça fait toujours peur, mais c'est beaucoup moins marteau et beaucoup moins létal qu'un dragon zombie, ou alors un pack de 20 Graveguard, comme on a vu, équipé exactement comme la liste d'avant, et 10 Blood Knight. Et quand j'ai regardé la liste à l'heure, je me dis, punaise, qu'est-ce que c'est cher les Blood Knight. Ça fait plaisir quand même de les voir dans les listes, même si je pense qu'ils ont quand même bien pris cher entre le passage V2, V3. Mais là, 460 points, les 10 Blood Knight, je trouve que c'est quand même, ça picote. Surtout qu'ils ont pris encore un petit coup la FAQ d'avant, mais bon, voilà. Bref, je m'égare. Tout ça est en 2 drops, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on a un gros Battle Régiment hors Vampire Lord. C'est ça. Donc là, on est en 2 drops, 2000 points aussi. La Légion du Sang, c'est une. Enfin, les Soul Blight, c'est une armée propre, clean, on fait du 2000. Il n'y a pas de. Tout était très bien costé. C'est parfait, n'y touchez pas, Games. Merci. Voilà. Donc, ce qui clôture, grosso modo, l'analyse de notre podium.
de notre podium, qui est un podium 100% Death. Voilà, grosso modo. Je vais me faire une pause 2 secondes d'eau avant d'attaquer une analyse, mais alors très 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 brève, des 2 dernières armées. Alors, désolé pour ce petit rafraîchissement. Hola de Lisboa, Asquiches. Oh là là, buenos dias. Je sais même pas comment on dit en portugais, mais hola, Juju. J'espère que ça va, que tu as le soleil. Nous, on est en train de crever de chaud aussi ici. Et j'espère que j'aurai le droit à des pastéis. Voilà, le message est passé. Alors, je reprends après cette interlude alimentaire. Le quatrième, alors là, je vais aller un peu plus vite. Nicolas Walters, qui fait donc un 4-1 avec des Iron Joe. Iron Joe en mode ça part dans tous les sens, ça trique dans tous les sens. Euh, alors, ça, c'était notre ami Garadron qui devait l'analyser. J'ai pas eu le temps de lire son analyse, donc ça va être seulement mon analyse à moi. Donc Iron Joe, donc ça va permettre d'avoir accès à une Big Wag qui nous donne plus 1 à la charge, si je ne dis pas de bêtises. Et le Bluetooth nous permet différentes choses. Bon, on va pas rentrer vraiment dans le détail, mais grosso modo, ça va vous permettre plein de petits tricks de mouvement de jouer dans cette faction et sous-faction. Vous allez pouvoir faire soit des charges, soit des mouvements, soit des pilines en fonction de la situation où vous êtes avec vos unités en phase de combat. Alors, en leader, nous avons un chaman qui a pour principale utilité d'avoir la main de Gore qui va donc vous permettre de faire une TP. Vous prenez l'unité, vous la TP à un autre endroit de la table. Et ça, c'est vraiment très très costaud. Et puis, malgré tout, hein, c'est un Galatian champion qui va vous permettre de faire des tactiques parce que c'est le seul que vous aurez en plus du méga boss et des 2 Warchanters. Warchanters que vous avez tendance à avoir un peu exposé, on le verra un peu après. Nous avons, on va faire les Warchanters, tiens, tant qu'on est dessus, hein. Les Warchanters, c'est des petits sonneurs de tambour ou maracas ou ce que vous voulez, qui vous donnent plus un dommage à une unité et qui vont vous donner différents champs. Alors, je crois que dans les champs, ils ont pris celui qui permet de soigner, si je ne dis pas de bêtises. Il doit y avoir celui-là et celui qui permet d'augmenter les distances de charge et de les faire à 3d6. Donc là, vous avez des bêtes qui vont arriver boostées et pleines balles dans la tête de l'ennemi. En parlant de pleine balle, on a le méga boss sur le mot crochat, donc qui lui est le général, c'est la grosse pièce, qui est magicien. Et pour être sûr de passer son sort, on lui a mis un trait de commandement qui permet de relancer un sort ou un dispel. Là, il est équipé, il est équipé avec le trait de monture et son trait de, enfin, et ses armes en mode je te rentre dedans, je te découpe et s'il reste des choses, je te piétine. Voilà. Grosso modo, c'est un peu Pressia. La façon, on est sur une armée de brutasses mais qui trique à mort dans les mouvements. Et enfin, on a donc un méga boss qui est équipé de la Destroyer qui donne plus 3 dommages à une de ses armes de corps à corps. Donc, ce qui fait une brute qui a en plus un tunnel master qui pop dans vos lignes et qui découpe à peu près tout ce que vous voulez, quoi. On se rappelle que Wars, notre très cher français, a fait pas mal de tricks avec ce méga boss, notamment en le mettant dans une garnison et en découpant à peu près tout ce qui touchait. En même temps, avec du dégât plus 3 à ses armes, c'est énorme. Voilà, grosso modo, le package relativement classique de ce qu'on fait en Iron Joe. Moi, j'aime bien quand il y a le double mot crochat, mais c'est un petit plaisir personnel, un péché mignon personnel, mais j'avoue que ce package-là est vraiment très très efficace. Et on retrouve donc 2 fois-ci Gorgrunta, hein, donc les cochons, qui vont être relativement biberonnés, on va dire, par les 2 Warchanters, à mon avis, hein. Ça va être relativement sommaire comme stratégie, hein. Chaque Gorgrunta aura son petit Warchanter pour le bonus, et soit le soin, soit le partez loin devant. Gorgrunta, ça charge et ça défonce à peu près la majorité des choses dans lesquelles elle rentre. Et des petites brutes qui, mine de rien, tapent quand même pas mal, font un bel écran au cas où. Au cas où qu'on ait une liste encore plus brutale et violente et agressive en face. Et on a donc un Endless Spell, parce qu'on s'était dit que ça faisait pas assez de dégâts, donc autant remettre des jauges. Donc les jauges qui font un mouvement et qui font que vous jetez, je crois que c'est 3d6 de mouvement, et vous jetez la valeur de mouvement en faisant des BM sur l'unité que vous avez survolée.
C'est d'une violence. Je me rappelle d'un Battlesmith qui s'est pris, je sais plus, 10 ou 12 BM. Enfin, c'était relativement sale comme j'aime. Mais j'ai un très mauvais souvenir des choses. Donc voilà. Donc une liste très très brutale, mais qui reste malgré tout très fine et tricky. Vous la mettez pas entre toutes les mains. J'ai joué, alors pas cette liste-là, mais une liste avec beaucoup de cochons et deux Mokrocha l'année dernière au, au FTC par équipe. C'est vraiment beaucoup plus fin et tricky que ce qu'on pense. C'est pas juste de la brutalité pure et dure. Au final, vous n'avez pas tant de ressources que ça. Vous pouvez vite vous faire annihiler et toute votre approche et tous vos mouvements vont être hyper importants. Bref, j'avais dit que je faisais une analyse rapide. On remarque qu'ils sont aussi à 2000 points. Bravo. Bravo les cochons, vous faites aussi bien que les Soul Blaze. Alors là, je vais être encore plus rapide parce que je vous avoue que les Slanesh, je les ai encore pas du tout affrontés, donc j'ai du mal à bien appréhender ce qu'ils font. Mais c'est donc Josh Bennett qui finit. Alors c'est un joueur connu aussi, hein, Josh Bennett, qui finit aussi en 4-1 avec une liste. Alors on est quasiment sur ce qu'on a vu la dernière fois. La seule différence, c'est qu'on a un bel accord pour le contrôle. On a deux petits héros, un épitome et un masque. Et derrière, c'est du Blizzbard. On a deux gros packs de Blizzbard Archer hein, qui ont été renforcés une fois. Et deux petits packs de Seekers. Tout ça rentre dans une seule pause. Donc on est en bataillon Battle Regiment. Voilà. Ça, c'est vraiment de l'armée à la fois contrôle et distance avec du full archer. Je ne suis pas un grand fan de ce type de liste. Mais je serais curieux de l'affronter une fois pour voir les dégâts que ça peut vraiment faire. Ça doit être d'une violence. Sur le papier, ça a l'air d'être d'une violence au tir assez monumentale. Voilà, grosso modo, ce qui conclut notre analyse du top 5 de ce ACO 2023 qui s'est déroulé donc du 17 au 18 juin et non 18 mai, comme je l'avais indiqué. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si je vous ai endormi avec mes analyses. C'est tout de suite plus monocorde que quand on est trois, hein. Mais voilà, j'ai essayé de reprendre fièrement le flambeau de mes deux collègues absents ce soir. Je voulais qu'on regarde quand même vite fait. Je sais pas si on avait eu le temps ou pas. Non, là, j'ai pas accès ici. J'aurais bien aimé regarder un peu ce qu'on disait un peu au début du live sur le Lyon, le tournoi qui a eu lieu à Rennes, qui avait l'air plutôt pas mal euh, en France. Mais je pense qu'on se le gardera soit peut-être la semaine prochaine si j'ai pas d'autres listes. Je pense qu'on partira là-dessus. C'est intéressant. Mais en plus, le deuxième, je l'ai déjà affronté il y a quelques temps. Et un joueur très sympa qui joue des ogres. Et j'ai vu qu'il avait joué plein de Beast Rider. Donc c'est chouette. Donc je pense qu'on se fera peut-être ça la prochaine fois si j'ai pas d'autres listes hyper intéressantes. Parce que là, bon, bah, on a fait de la Death, mais j'aimerais bien voir repopper peut-être bientôt du Séraphon. Parce que pour l'instant, j'ai regardé un peu et le Séraphon n'émerge encore pas des masses sur les listes et sur les tournois. Donc à voir si c'est l'effet, on découvre le nouveau BT ou alors il n'est pas si fort que ce qu'on pensait, autre que deux trois archétypes. À voir. Merci, c'était top. Désolé de t'avoir lâché. Bah c'est pas grave, hein, il n'y a pas de souci, hein. On l'a dit, hein, la famille avant tout, hein. De toute façon, on se verra peut-être bientôt. Parce que alors j'en suis déjà. Alors je pars dans d'autres sujets. Attends, je vais me changer de caméra parce que je repars Donc j'ai déjà fait mes trois parties de Shatterpoint. J'en profite que tu es toujours là. Euh, voilà, s'il y a des amateurs de Shatterpoint dans le chat, n'hésitez pas à vous faire connaître. Je vous ferai découvrir le jeu avec plaisir. Un trêve de plaisanterie. Là, j'ai fini de monter donc toutes mes figurines. Il me reste les décors. Et le jeu est vraiment sympa et dynamique. Et voilà, ça me titille d'éventuellement faire du contenu là-dessus euh, un peu plus poussé que juste des lives peinture et montage. Voilà, j'en dis pas plus, mais on a la même idée bah, justement avec Vincent sur du AOS, à voir comment on va le mettre en œuvre, mais ce serait cool. Après Paris, on verra. Ouh, alors je vais faire une capture d'écran de ce moment-là où tu nous annonces, entre guillemets, entre les lignes, le démarrage de ton aventure dans Shatterpoint. Mais tu te rends compte qu'après Paris, tu auras déjà 2 mois de retard, quoi. T'auras déjà 9 bandes de retard, quoi. Ah là là. Bon, bref, je m'égare. Bon, sur ce, les petites quiches, si j'ai même presque tenu de timing, hein, j'ai même fait moins, un tout petit peu moins que quand on fait les trois analyses de tournoi.
J'espère que ça vous a plu malgré tout, le manque de deux jeunes. Allez, non, je m'arrête là. Je vais pas aller plus loin. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé, merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur un live peut-être un peu moins chaud parce qu'on n'en peut plus de cette canicule du mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Profitez bien de votre semaine. Montez des figurines, peignez des figurines. Le lardon chaud, on n'en parle même pas, il l'est forcément vu la canicule. Bref, amusez-vous bien et à tout vite. Bisous bisous.